Les pièces d'échecs flottaient dans l'air, elles se déplaçaient toutes seules sur l'échiquier. J'avais peut-être 8 ou 9 ans, 10 tout au plus. Ce jour-là, j'étais chez une amie, quelqu'un avec qui j'étais très proche à l'époque. On jouait ensemble dans sa chambre quand j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Elle m'a indiqué le chemin, je me rappelle encore de ce couloir un peu sombre, de la moquette qui étouffait les pas. Je suis entré dans la salle de bain, j'ai fermé la porte derrière moi. Tout semblait normal au début, jusqu'à ce que je tourne la tête vers la baignoire. Il y avait un rideau de douche tiré, opaque, avec des motifs un peu délavés. Et c'est là que je l'ai vu. Une main humaine, pâle, fine, qui s'est lentement tendue depuis l'arrière du rideau. Elle ne faisait pas un geste brusque. Elle se contentait d'être là, de sortir lentement, comme si elle cherchait quelque chose. Mon cœur s'est arrêté. J'ai reculé, les jambes tremblantes, puis j'ai tiré d'un coup sec le rideau. J'ai crié. Il n'y avait personne. Rien qu'un chat, assis au fond de la baignoire, les yeux grands ouverts. Son regard m'a traversé comme s'il savait quelque chose que je ne comprenais pas. Mais ce que j'ai vu, ce n'était pas une patte de chat. Ce n'était pas une ombre. C'était une main humaine. J'ai toujours eu un lien particulier avec ma grand-mère. Quand j'étais petit, il m'est arrivé plusieurs fois de courir vers ma mère, tout excité, en lui disant que ma grand-mère venait nous rendre visite. Ma mère savait que ce n'était pas prévu, car elle appelait toujours avant de venir. Pourtant, quelques minutes plus tard, elle arrivait dans l'allée. Une fois adulte, j'ai ressenti une forte intuition, je devais aller la voir. Il était tard, mais elle avait l'habitude de veiller tard aussi. En arrivant, je lui ai dit que j'avais eu ce pressentiment, et elle m'a avoué qu'elle avait eu des problèmes avec un locataire dans l'un de ses logements. Il l'avait menacée, et elle avait eu un mauvais pressentiment ce soir-là également. Quand elle est décédée, cela faisait quelques semaines qu'elle était en soins palliatifs, mais rien ne laissait présager que la fin était proche. En pleine nuit, j'ai rêvé que j'étais dans sa chambre. Elle s'est soudainement redressée, a souri et m'a dit que tout allait bien, qu'elle ne souffrait plus et qu'elle allait dans un endroit meilleur. Puis elle a quitté la pièce. Quelques minutes plus tard, ma femme m'a réveillé pour m'annoncer qu'on venait de recevoir l'appel, elle venait de s'éteindre. Je suis plutôt sceptique de nature, et je sais qu'il existe des explications rationnelles et ordinaires à tout cela. Ce n'est pas la peine de me les rappeler. Mais une partie de moi espère encore qu'il y a quelque chose de plus, et trouve du réconfort dans ces expériences. Environ 6 mois après avoir acheté notre maison, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. De temps en temps, j'apercevais quelque chose du coin de l'œil et je pensais automatiquement que c'était mon chat. La forme, la taille, la manière de bouger, tout correspondait. Mais quelques secondes plus tard, je réalisais que mon chat était dehors ou dans une autre pièce. Chaque fois, je me retournais, mais il n'y avait jamais rien. C'était si furtif que je finissais toujours par me dire que j'avais rêvé. Une fois, pendant la nuit, je l'ai vu, au plafond. J'ai cru faire une crise cardiaque. J'entendais aussi des bruits dans la maison. Un jour, j'étais persuadé que mon mari faisait la vaisselle à cause du bruit de vaisselle qu'on entendait dans l'évier. Mais il était en fait dans la chambre, et la cuisine était vide. Il a fallu presque 1 an avant que l'on commence à se demander à voix haute si on imaginait ces choses ou s'il se passait réellement quelque chose. Mon mari aussi avait vu des choses, des flashs, des mouvements furtifs. Il avait également entendu des bruits les jours où il était seul à la maison. Le moment le plus marquant a été une nuit où je me suis réveillé et j'ai vu mon chat rouler en boule sur ma table de chevet. Je l'ai entendu ronronner. Son pelage paraissait plus foncé, son ronronnement plus grave, mais j'étais à moitié endormi et je n'y ai pas vraiment prêté attention. Je suis allé aux toilettes, et en passant dans le couloir, j'ai vu mon chat endormi là. J'ai mis quelques secondes à réagir, mais j'ai senti un frisson glacial me traverser la poitrine. En retournant dans ma chambre, la table de chevet était vide. On est plutôt convaincu qu'on a un fantôme de chat dans la maison.
Tout ce que je sais de l'ancien propriétaire, c'est qu'il a été interné en hôpital psychiatrique. Depuis, j'ai dû renvoyer plusieurs documents à son nom, parce qu'il était clair que ses affaires n'avaient pas été réglées correctement au moment de son internement. Ma théorie, c'est qu'il avait un chat, qui a été oublié dans tout ce chaos, et qu'il attend toujours. Je ne crois pas vraiment au paranormal. Je pense qu'il y a sûrement eu une explication logique, mais j'étais trop jeune pour la comprendre. Cela dit, je vais raconter l'histoire telle que je m'en souviens. Ma chambre n'était pas très grande. Une pièce carrée typique, principalement occupée par une commode, une étagère qui servait aussi de support pour la télé, et mon lit une place. Le lit coupait la pièce en deux, séparant la porte d'entrée du placard à porte coulissante. Comme j'aimais dormir avec le ventilateur allumé, j'avais installé une longue chaînette pour pouvoir éteindre la lumière sans me lever, tout en laissant le ventilateur tourner pendant la nuit. Ce soir-là, j'étais dans ma chambre, en train de jouer, pas longtemps avant d'aller me coucher. J'ai toujours été très actif, et enfant, je ne me promenais jamais dans la maison sans une épée en plastique ou quelque chose qui en tenait lieu. Ce soir-là ne faisait pas exception. Je ne me souviens plus pourquoi j'ai donné un coup, d'autant que la pièce était petite, mais mon épée a heurté la chaînette de la lumière. Ceux qui ont déjà frappé ce genre de chaînette savent ce qui se passe ensuite, elle s'envole, s'enroule 1000 fois autour du plafonnier, et éteint la lumière. D'un coup, la pièce a été plongée dans le noir. Agacé, je suis monté sur mon lit pour tenter de récupérer la chaîne. Je ne voulais pas risquer de mettre la main dans les pales du ventilateur, mais je devais m'en approcher pour commencer à démêler la chaînette. Je me suis figé en entendant un bruit de frottement, suivi d'un gémissement. C'était proche. Dans ma chambre. On aurait dit que la porte du placard s'ouvrait lentement sur ses vieux rails. Je continuais d'essayer d'atteindre la chaîne, mais tous les poils de mes bras se sont dressés. Le grincement s'est arrêté, remplacé par une respiration lourde, rauque. Je me suis sûrement imaginé tout ça. J'étais un enfant, avec une imagination débordante. Mais j'étais terrifié. J'ai abandonné la chaîne enroulée et j'ai plutôt cherché le haut, là où elle se connectait directement au plafonnier. La respiration semblait plus proche encore, et mon cerveau n'a pas manqué de me fournir les images les plus effrayantes correspondant au son que j'entendais, une silhouette se rapprochant lentement de mon lit. J'ai attrapé la base de la chaîne et j'ai tiré. Je suis sûr d'avoir tiré. J'ai entendu le déclic. Mais la lumière ne s'est pas allumée. Peut-être que je l'avais seulement imaginé. J'ai tiré encore. Et encore. La chaîne était sûrement trop emmêlée pour que le mécanisme fonctionne. C'était sûrement ça. Mais je n'ai pas attendu de le confirmer. J'ai sauté du lit et foncé vers la porte de ma chambre, que j'ai ouverte en grand. La lumière du couloir a envahi la pièce. Je me suis retourné, toujours mon épée en plastique à la main. Rien. Juste l'obscurité familière de ma chambre. Le lit, la commode, l'étagère avec la télé et la Xbox posée dessus. Aucun monstre. Je suis retourné dans ma chambre et je suis remonté sur le lit. Avec l'aide de la lumière du couloir, j'ai tiré fermement sur la base de la chaîne. Un fort déclic a retenti, et la lumière s'est enfin allumée. Ma chambre avait retrouvé son aspect normal. J'ai déroulé la chaînette du plafonnier, puis je suis descendu du lit, des taches de lumière dansant devant mes yeux, encore un peu étourdi par ce qui venait de se passer. Mais tout allait bien. Ce n'était que mon imagination. Il n'y avait pas de monstre. Si la lumière ne s'allumait pas, c'est parce que je ne tirais pas correctement. Tout pouvait s'expliquer, facilement. Sauf pourquoi la porte de mon placard était ouverte. J'ai travaillé à Londres pendant 2 semaines, logeant dans un appartement appartenant à un ami d'un ami, parti en déplacement. Vers le milieu de mon séjour, j'ai eu une intoxication alimentaire assez sévère et je suis resté malade pendant 3 jours. Je devais tout de même continuer à bosser. Un soir, vers minuit,
je suis rentré à l'appart et je me suis posé dans le salon pour lire un peu avant d'aller me coucher. C'est là que j'ai senti une présence dans la pièce. En levant les yeux, j'ai vu un homme amérindien debout au milieu du salon. Il portait une sorte de gilet ou de veste sans manches, et j'ai remarqué des lignes sombres qui remontaient le long de ses avant-bras. Il a levé une main, m'a dit quelque chose directement, puis a disparu. Ce n'était pas effrayant. Juste étrange. Je suis allé me coucher. Quelques heures plus tard, je me suis réveillé et je n'étais plus malade. J'ai ouvert mon carnet de croquis et j'ai dessiné son portrait. Quelques jours plus tard, de retour chez moi, j'étais assis dans un escalier à attendre ma copine quand un nom m'est venu en tête, Little Crow. Je l'ai noté à côté du dessin. 6 mois plus tard, je n'avais raconté cette histoire qu'à très peu de gens. L'ami à l'origine du prêt de l'appart m'a offert un livre sur l'histoire des peuples amérindiens, Guri Mayatatun Dead Kene. L'un des chapitres est consacré à un chef Dakota nommé Little Crow. La photo de lui dans le livre ressemblait à mon dessin. J'y ai appris qu'il portait toujours des manches longues parce que, jeune, il avait été blessé par balle par son propre frère. Le projectile avait traversé ses 2 bras, et les blessures s'étaient infectées, laissant des cicatrices qu'il avait toujours cherché à cacher. Ma fille continue de faire des choses vraiment étranges. Je suis convaincu qu'il existe des explications rationnelles à tout ça, et d'habitude j'arrive à les trouver. Mais cette fois-là, je sèche complètement. L'autre soir, elle a passé son temps à me lire dans les pensées. Encore et encore. Je suis allé la chercher à l'école, et en passant devant un distributeur où je lui prends souvent un chocolat au lait, j'ai réalisé que je n'avais pas de monnaie sur moi. Dans ma tête, j'ai pensé, zut, j'ai oublié de prendre de la monnaie. Et elle m'a répondu à voix haute, c'est pas grave. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, elle a répondu, c'est pas grave si t'as pas d'argent, j'ai pas soif de toute façon. Je me suis dit qu'elle avait dû lire mon langage corporel. Peut-être que, sur ce coup-là, c'était ça. Dans la voiture, elle m'a demandé si elle pouvait inviter une copine. Avant même que j'aie le temps de répondre, elle a enchaîné, « Ok, une autre fois quand on sera moins occupé alors. » À ce moment-là, j'étais justement en train de penser, ce soir on est trop pris, y a ça, ça et ça, et elle m'a coupé net avec exactement ce que j'allais dire. Au dîner, elle est descendue à la seconde où c'était prêt. Je ne l'avais pas appelée. Plus tard, on regardait un film. Je commençais à avoir faim, et alors que je pensais à un encas précis, elle est partie et elle m'a rapporté exactement ce que j'avais en tête. Ce n'est même pas quelque chose que je mange souvent. Elle n'aurait pas pu le deviner facilement. C'est tout ce dont je me souviens, mais il y a eu d'autres moments comme ça. J'ai passé toute la soirée persuadé qu'elle lisait dans mes pensées. Et puis le lendemain matin, tout était redevenu normal. Je ne crois pas vraiment aux fantômes, mais une fois, j'ai vu une sorte de brume posée sur ma chaise, qui ressemblait vaguement à mon grand-père décédé, assis tranquillement, comme s'il se berçait doucement. C'était furtif, mais assez clair pour me laisser une drôle d'impression. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a raconté une histoire qui s'était passée environ 25 ans plus tôt. Elle écoutait un disque dans sa chambre, assez fort, et elle a entendu sa mère lui dire depuis une autre pièce de baisser un peu le volume. Elle a répondu « Oui, maman », sans vraiment réfléchir, puis a réalisé que sa mère était décédée depuis 1 ou 2 ans déjà. Ma mère est un peu religieuse, mais elle ne croit plus vraiment en l'église locale depuis qu'un prêtre a violé une religieuse. Malgré ça, elle pense que ses parents veillent encore sur nous, depuis l'au-delà. Et si c'est vrai, c'est plutôt touchant de leur part. C'était notre dernière semaine au collège. Il faisait chaud dehors. Mon ami et moi, 2 adolescentes un peu fofolles et fans de tout, traînions près des gradins à côté du terrain de softball. Elle me faisait face, dos à la forêt derrière le terrain. De là où j'étais, je voyais les feuilles et les branches bouger doucement avec le vent. Et puis, en plein milieu de notre conversation, le temps s'est arrêté.
Les arbres derrière elle se sont figés. Un étrange flou noir et blanc est passé derrière elle, à peu près à sa hauteur. L'instant a été très bref. Pas plus de 2 secondes. Mais on a totalement paniqué. Elle avait vu la même chose derrière moi, sauf que dans son cas, le flou était brun et beige. Pour elle aussi, le temps s'était figé. Autant dire que la récréation s'est terminée là. On était toutes les deux secouées, incapables de comprendre ce qu'on venait de voir. Ça fait maintenant 11 ans. On n'est plus amis aujourd'hui, et je me souviens qu'à un moment, elle avait fini par balayer ce qui s'était passé comme si ce n'était rien. J'ai raconté cette histoire à ma famille, mais ils ont eu du mal à me croire. C'est vrai que moi-même, j'ai eu du mal à croire au récit surnaturel que ma tante venait juste de partager avant que je raconte le mien. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. Ça ne m'est jamais arrivé de nouveau. Mais cette scène me hante encore, et je reste profondément curieuse. J'aimerais tellement savoir ce que c'était. En juin 2016, quelqu'un que je connaissais à peine est décédé. De manière étrange, à 2 heures du matin, l'heure à laquelle elle a été abattue, j'ai ressenti un malaise profond, presque inexplicable. J'étais incapable de dormir ou de me calmer. Je ne savais rien d'elle, je l'avais seulement croisée une fois. Et pourtant, le lendemain, quand j'ai appris ce qui lui était arrivé, j'ai eu cette pensée insistante, son nom me dit quelque chose. Sa mort a commencé à me toucher d'une manière que je ne comprenais pas. Pendant un certain temps, je l'ai vue dans mes rêves. Une nuit, j'ai entendu frapper à la porte, mais il n'y avait personne. Le plus étrange, c'est que mon chien s'est tourné vers la porte juste avant même qu'on frappe, alors qu'il n'y avait aucun bruit, aucun signe de présence. Et puis c'est devenu plus étrange encore. Une nuit, vers minuit, je suis sorti faire un jogging jusqu'à une école catholique au bout de ma rue, là où je m'arrête souvent pour prier devant une statue. Ce soir-là, j'ai prié pour elle, en plus de ma prière habituelle. Je comptais continuer à courir après, mais mon chien s'est soudainement mis à boiter, sans raison apparente. Alors j'ai décidé de rentrer, et je suis allé m'asseoir dans mon jardin. Je ne bougeais pas, il n'y avait pas un bruit et soudain, la lumière extérieure de mes voisins s'est allumée. Juste à ce moment-là, je pensais à elle. Le lendemain, j'ai appris qu'une personne avait été tuée par balle, à 00h30, exactement à l'endroit où j'aurais été si j'avais poursuivi mon jogging comme prévu. Depuis, il y a eu d'autres signes étranges. Des rêves où elle semble me montrer des choses à venir, des coïncidences dans la nature qui ont un lien avec elle. Des sensations difficiles à expliquer, mais trop précises pour être simplement du hasard. Je ne prétends pas comprendre tout ça. Mais ce que j'ai ressenti, vu et vécu, me laisse penser qu'il se passait quelque chose de plus. Ce n'est peut-être pas une histoire spectaculaire, mais elle m'a profondément marqué, et elle fait désormais partie de l'histoire de ma famille. Nous avons un lourd passé lié à la maladie mentale. À tel point que, chaque fois qu'un membre de la famille appelle, on s'attend toujours au pire. Et parfois, ce pressentiment prend des formes qu'on ne peut pas vraiment expliquer. La première fois, c'était quand ma cousine attendait un bébé. Elle était tellement heureuse, impatiente de devenir mère. Vers le 5e mois de grossesse, ma mère et moi avons commencé à voir des choses. Des silhouettes sombres, en forme de bébé, qui se glissaient dans les coins de la maison. Ça nous a toutes les deux terrifiées. On en a parlé, mais on n'a rien fait de particulier. Environ une semaine plus tard, ma cousine a fait une fausse couche. Et les apparitions ont cessé aussitôt. La deuxième fois, c'était quand ma grand-mère était malade. Elle allait mal, mais les médecins disaient qu'elle se remettait doucement. Pourtant, ma mère et moi avons recommencé à halluciner. Cette fois, ce n'était plus des bébés, c'était une silhouette affaissée, une sorte de présence lourde dans la maison. Moins d'une semaine après, ma grand-mère est décédée, alors même qu'on nous disait qu'elle allait mieux. Et la dernière fois, celle qui a tout changé pour nous, c'était à propos de ma sœur. Elle vit à l'étranger, et elle souffre de dépression depuis des années. Ce soir-là,
ma mère et moi étions dans la cuisine. Le couloir était plongé dans le noir. En même temps, on a toutes les deux figé, complètement paniquées. Une silhouette se tenait là, dans l'ombre, et aussitôt, on a su, c'était elle. Ou du moins, quelque chose qui nous rappelait violemment sa présence. Ma mère a immédiatement appelé. Sa colocataire a décroché. Ma mère lui a demandé d'aller vérifier que tout allait bien. Elle est allée dans la chambre et a trouvé ma sœur inconsciente, après une tentative de suicide. Elle avait pris un grand nombre de somnifères. Grâce à cette coïncidence ou à cet avertissement, elle a pu être sauvée à temps. Depuis, on ne craint plus ces apparitions. On les prend comme des signes. Pas comme des malédictions, mais comme des avertissements. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, essayait de nous prévenir. D'une manière étrange, effrayante parfois, mais toujours juste à temps. Quand j'avais entre 12 et 14 ans, je vivais dans mon ancienne maison, une vieille bâtisse où il se passait parfois des choses étranges. Des verres qui tombaient tout seuls, des chaises qui bougeaient sans raison. Mais il y a une nuit, que je n'oublierai jamais. Rien que d'y repenser, j'en ai des frissons. Je partageais une chambre avec mon jumeau, on dormait dans des lits superposés. J'avais le lit du haut. Une nuit, vers 3h30 du matin, je me suis réveillé et j'essayais de me rendormir. Tout était silencieux, puis j'ai entendu un craquement venir du bas de l'escalier. C'était une vieille maison, j'y avais toujours vécu, donc au début, je me suis dit que c'était juste les bruits normaux du bois qui travaille. Mais le bruit a commencé à monter lentement, marche après marche. J'étais tourné vers la porte de la chambre, qui était entr'ouverte, juste assez pour voir le couloir mais pas les escaliers. Je me suis figé. Le bruit a atteint le haut des marches, puis s'est arrêté net. Je faisais semblant de dormir, mais mes yeux étaient légèrement ouverts, juste assez pour voir si quelque chose passait. Et c'est là que, peu importe ce que c'était, fantôme, démon, je ne sais pas, ça s'est mis à se balancer sur la rampe de l'escalier. Le bruit était glacial. Ça a duré 5 minutes. Mais j'ai juré que c'était une éternité. Quand ça s'est enfin arrêté, j'ai osé me retourner, j'ai enfoui mon visage dans l'oreiller, en espérant m'endormir comme si rien ne s'était passé. Le lendemain matin, je suis descendu à la cuisine. Toutes les chaises étaient rassemblées, entassées au milieu de la pièce. Comme si quelqu'un ou quelque chose les avait réunies pendant la nuit. Je n'ai plus jamais revécu ça. J'ai déménagé peu après. Et franchement, je ne veux plus jamais entendre ce genre de craquement dans une maison. Je suis chrétien et je crois sincèrement à ce genre de choses. Je sais que beaucoup de gens n'accordent pas d'importance aux expériences vécues du point de vue d'un chrétien, mais je ne cherche pas à convertir qui que ce soit, ni à faire la promotion de mon Église. Je veux simplement partager cette expérience, pour ceux que cela pourrait intéresser, une perspective un peu différente, peut-être. J'étais à l'épicerie, en train de faire mes courses comme d'habitude, quand une femme est entrée. Elle portait un énorme sac à dos et une tenue de jogging. Dès son arrivée, on l'entendait murmurer et parler toute seule. Je me suis dit qu'elle souffrait probablement de schizophrénie. Mais la situation a empiré. Elle s'est mise à parler plus fort, de manière plus agressive, en criant des choses comme « Laissez-moi tranquille » et surtout, cette phrase glaçante « Vous êtes mort depuis 15 ans ». Les gens autour ont commencé à s'éloigner. Le personnel, mal à l'aise, faisait semblant de ne pas la voir. Je me suis dit « Et si je priais pour elle ?» Alors, un peu à l'écart, discrètement, j'ai commencé à prier en silence. Quelque chose du genre « Quitte-la au nom de Jésus, libère-la, Seigneur. » Je me tenais assez loin derrière elle, elle ne pouvait absolument pas m'entendre. Mais à peine avais-je terminé mon amen qu'elle s'est exclamée, à haute voix, « Elle est à nous. Tu ne peux pas nous chasser. Elle nous appartient. Va-t'en. Tu n'en as pas le droit. » C'était fort, brutal, et ça m'a glacé le sang. J'ai déjà prié pour d'autres gens,
mais jamais je ne m'étais retrouvé face à une réaction aussi directe, aussi surnaturelle. J'étais choqué. Honnêtement, j'ai juste payé mes affaires et je suis parti. Je n'étais pas prêt pour ce genre de confrontation ce jour-là. Peut-être que si je la recroise un jour, j'essaierai à nouveau. Mais pour moi, cette expérience restera comme l'un des moments les plus étranges et marquants de ma vie de chrétien. Dès la première nuit après la mort de mon père, j'ai commencé à le voir dans mes rêves. Au début, je ne me suis pas inquiété, je me suis dit que c'était une réaction parfaitement normale de l'inconscient après la perte d'un proche. Ce qui m'a troublé en revanche, c'est à quel point il avait l'air réel. Tout le reste dans mes rêves avait ce côté un peu flou, un peu irréel, comme dans les dessins animés, mais lui, je pouvais littéralement compter chaque poil de sa moustache et de ses cheveux. Dans un de ces rêves, j'ai pris conscience que je dormais. Je me suis tourné vers mon père et je lui ai demandé franchement, « Est-ce que tu viens vraiment me voir ou est-ce que tu n'es qu'une création de mon imagination ? J'ai besoin de savoir. » Il m'a souri, m'a serré dans ses bras et m'a dit, « Je suis là avec toi maintenant, mon fils, et je le serai toujours. Je t'aime. » Je me suis réveillé en sursaut et au même moment, j'ai vu une ombre très légère. Si elle n'avait pas bougé, je ne l'aurais jamais remarqué. C'était une silhouette, tête et épaules, penchée dans l'encadrement de la porte de ma chambre. Dès que je l'ai vue, elle s'est retirée rapidement, comme si elle sortait discrètement de la pièce. Étrangement, ce n'était pas effrayant. C'était apaisant. J'étais bouleversé, parce que c'est exactement ce que mon père faisait quand j'étais petit et qu'il partait très tôt au travail. Il passait sa tête dans l'entrebâillement de la porte pour me dire au revoir. Et cette ombre avait fait exactement le même geste. Je suis convaincu que c'était lui, qu'il venait jeter un œil pour voir si j'allais bien. Mais le plus étrange est arrivé un peu plus tard ce matin-là. Ma mère m'a appelé en bas. Elle m'a dit d'aller dans le salon et de regarder par terre. J'y suis allé, et là, en plein milieu de la pièce, il y avait les lunettes de lecture de mon père. Posées là, comme par magie. Pour moi, c'était la confirmation totale. Permets-moi de commencer par dire que je suis l'une des personnes les plus sceptiques que tu puisses rencontrer. Je ne suis pas religieux, je ne crois pas aux fantômes ni aux extraterrestres, en tout cas pas dans le sens ils viennent sur Terre ou enlèvent des gens, etc. Cela dit, vu l'immensité de l'univers, il y a probablement de la vie quelque part. Bref, je ne crois pas à tout ça. Et ce que je vais raconter est la chose la plus étrange que j'ai vécue. Je n'ai aucune explication rationnelle. Aucune drogue, ni alcool n'était impliqué. Avec mes amis, on allait camper dans les White Mountains, dans le New Hampshire, presque chaque été pendant le collège, le lycée et quelques années après, jusqu'à ce que la vie nous sépare. Évidemment, comme on était des ados désorganisés, et un peu encore des grands gamins plus tard, on mettait toujours des plombes à se bouger. Résultat, on quittait le sud du Massachusetts en fin d'après-midi ou en soirée. Une année, on est arrivé là-bas vers 22h, et on a décidé que plutôt que de marcher dans les bois en pleine nuit, on allait juste dormir sur le parking et randonner au matin. Après avoir mangé et décompressé un peu, tout le monde est allé se coucher sauf moi et un autre pote. On a fini par se balader jusqu'à un petit pont en bois qui traversait une rivière. La nuit était claire, remplie d'étoiles, avec une lune assez brillante. On a discuté pendant des heures de tout et de rien, films, jeux, la vie, etc. Il devait bien être plus de minuit. Puis, on a tous les deux ressenti cette étrange sensation. Comme si quelque chose était là. Quelque chose de mauvais. On a regardé au bout du pont et il y avait cet arbre immense, totalement mort. Pas une feuille. Juste des branches tordues comme des griffes, silhouettées contre le ciel. On s'est dit, mec, ce foutu arbre me fout mal à l'aise, c'est débile, non ? Au début, on a essayé de rigoler, de se dire qu'on s'imaginait des trucs, mais plus on restait là, plus c'était oppressant. Jusqu'à ce que je dise, merde, je suis un adulte, je vais pas flipper à cause d'un arbre. J'y vais. Je traverse les 2 tiers du pont et d'un coup,
j'ai l'impression que quelque chose m'attrape le cœur. Il se met à battre comme un fou et je gèle d'un coup, glacé jusqu'aux os. J'ai reculé et j'ai dit « Ouais, je flippe à cause d'un arbre. » Et franchement, j'ai l'impression que si je vais plus loin, je reviendrai pas. On est retourné vers la voiture et on est allé se coucher. Le lendemain matin, après le petit-déj, on décide de partir sur le sentier en empruntant ce même pont. Arrivé à mi-chemin, mon pote s'arrête net. Mec. Je regarde vers l'autre bout du pont. C'est une clairière. Il n'y a pas d'arbre. Bon, je sais qu'on est sur Internet et que ce genre d'histoire circule souvent, mais tu vas devoir me faire confiance, ce que je vais raconter m'est réellement arrivé. Et je te demande juste de prendre le temps de lire ce souvenir un peu long, mais important pour moi. Ma grand-mère, extrêmement catholique, possédait une maison dans une région rurale de l'État de New York. On y allait souvent, pour les vacances ou les séjours d'été. Cette maison, vieille de plus de 150 ans, a toujours dégagé une ambiance étrange. J'y ai vécu plusieurs expériences paranormales, j'ai vu ce que je pense être l'esprit d'un homme en manteau brun et haute forme dans la cuisine, j'ai entendu des voix d'enfants dans la chambre à lit superposées alors qu'il n'y avait personne à la maison, et j'ai vu des lumières se comporter bizarrement, comme des guirlandes dont les ampoules s'éteignaient une par une, au lieu de tout en même temps. Mais jusqu'à un certain jour, ces événements étaient surtout intrigants, jamais vraiment effrayants. Jusqu'à ce moment-là, j'étais persuadé d'avoir vu des choses bizarres, sans plus. Jusqu'au jour où j'avais environ 10 ans. J'étais seul à la maison pendant que ma grand-mère faisait des courses. Je regardais Avatar, le dernier maître de l'air et je jouais avec mes Legos, un après-midi normal. Puis j'ai eu envie d'aller aux toilettes, et en passant dans le couloir, j'ai vu la porte du sous-sol. Je n'avais jamais vraiment prêté attention à cette porte. Le sous-sol était toujours fermé et interdit d'accès. Mais ce jour-là, sans supervision, et avec l'insouciance d'un enfant un peu téméraire, j'ai décidé de jeter un œil. Dès que j'ai ouvert la porte, tout était noir au bas des escaliers. 3 secondes à peine plus tard, j'ai senti un froid glacial et une terreur pure, viscérale, m'envahir. C'était une peur animale, instinctive, absolue. J'ai eu la sensation que quelque chose montait les escaliers à toute vitesse, que cette chose approchait, et qu'elle était profondément mauvaise. Je me suis précipité pour refermer la porte, je l'ai verrouillée aussitôt, et j'ai couru dans le salon. J'ai attrapé un crucifix, persuadé que ce que j'avais ressenti venait d'un démon. Quand j'ai raconté tout ça à ma grand-mère, son visage est devenu livide. Pas choqué, non. Plutôt inquiet. Comme si elle savait quelque chose, ou s'y attendait. Elle a immédiatement appelé un prêtre pour bénir la maison. Lorsqu'il a ouvert la porte du sous-sol, il s'est arrêté net. Il est descendu lentement et a accompli sa bénédiction là-dessous. Plus tard, il nous a confié qu'il avait ressenti exactement la même chose que moi, cette présence écrasante, cette peur noire. Mais il a ajouté que la maison était désormais protégée par le Seigneur et qu'il n'y avait plus rien à craindre. Je suis resté méfiant après ça. Je n'ai plus jamais eu de nouvelle expérience similaire, mais je n'ai plus jamais osé m'approcher du sous-sol non plus. Avec les années, j'ai fini par relativiser. Peut-être que j'étais juste un gosse qui s'était fait peur tout seul. Peut-être que ma grand-mère, très croyante, avait interprété l'événement à sa manière. Peut-être que le prêtre avait simplement été influencé par ce qu'on lui avait raconté. Peut-être que tout ça n'était qu'un délire collectif. Mais il y a quelques années, j'ai appris quelque chose qui a fait voler en éclats cette théorie. La famille qui avait racheté la maison après que mes grands-parents soient partis vivre en Floride est partie du jour au lendemain. Ils ont abandonné leur acompte et ont tout quitté sans préavis. D'après le rapport de l'agent immobilier, je cite, « Les démons du sous-sol terrorisaient leurs enfants à un point devenu insupportable. » Alors non, je ne sais pas ce qu'il y avait là-dessous. Mais ce n'était pas humain. Ce n'était pas bienveillant. Et ce n'était pas de l'imaginaire. Un jour, j'avais environ 18 ans, je montais les escaliers pour aller dans ma chambre. En haut des marches,
Il y avait une petite étagère où l'ex de mon père avait posé une statuette de 2 fées en train de pêcher. Alors que je montais, cette statuette m'a littéralement été lancée à la tête. J'ai esquivé de justesse et me suis arrêté net, genre, waouh, c'était quoi ce délire? Je suis redescendu, j'ai ramassé la figurine, et je l'ai remise à sa place sur la tablette. Ensuite, je suis allé voir mon père pour lui raconter ce qui venait de se passer. J'entre dans sa chambre, je commence à lui parler et là, son panier à linge, qui était posé de son côté du lit, glisse tout seul jusqu'à l'autre côté de la pièce, du côté où j'étais. À ce moment-là, j'ai dit « Bonne nuit papa » et je suis allé me planquer sous les couvertures pour le reste de la nuit. Mon père ne croit pas aux fantômes, mais même lui n'a jamais su expliquer ce qui s'est passé ce soir-là. Quand j'étais plus jeune, j'avais énormément de mal à dormir. Je faisais du somnambulisme et je souffrais de terreurs nocturnes vraiment intenses. Ça a duré environ 6 ans, pendant les premières années de mon enfance. Pour donner un peu de contexte, on vivait, mon frère et moi, dans un appartement en Angleterre, ce qu'on appelle un flat, sur 2 étages, avec au total 6 personnes dans l'immeuble. Je ne me souviens pas exactement quand tout a commencé, mais je faisais des rêves incroyablement vifs. Je voyais des morts dans notre maison. D'après ce que je me rappelle avec mon petit cerveau d'enfant, ils essayaient de me parler, mais je ne comprenais rien. La plupart du temps, ces rêves se transformaient en cauchemars et je me retrouvais à faire du somnambulisme. Mais ce n'était pas juste marcher en dormant. Je courais dans les couloirs, en hurlant, comme si quelque chose me poursuivait. Même éveillé, je ne pouvais pas marcher dans le couloir tout seul. J'avais l'impression qu'il y avait des gens cachés dans les pièces, qui m'observaient. C'était devenu si intense que ma mère a fini par faire venir un prêtre pour bénir l'appartement. Et petit à petit, tout s'est calmé. Je ne voyais plus rien, je ne faisais plus de terreur nocturne, et je n'ai plus jamais marché en dormant. Bref, on a fini par apprendre que l'immeuble avait été construit sur un ancien cimetière. J'en ai une étrange, et je ne sais même pas si ça rentre vraiment dans la catégorie du paranormal, mais je n'ai jamais réussi à l'oublier. J'avais 18 ans. J'ai eu un accident de voiture, percuté sur le côté passager par une fille de 19 ans qui n'a pas vu un stop. Pour être honnête, c'était la nuit noire et le panneau était complètement masqué par des arbres dans un virage. L'accident a été violent. Juste après l'impact, je suis sorti de ma voiture et j'ai eu cette sensation bizarre, comme si quelque chose de plus grand, de plus fort que moi, prenait le contrôle. L'avant de sa voiture était complètement détruit. J'ai couru jusqu'à sa portière, je lui ai demandé si elle allait bien. Aucune réponse. Sans réfléchir, j'ai crié au gars derrière moi de composer le 911, puis je l'ai sorti de la voiture et j'ai commencé à faire des compressions thoraciques. Et c'est là que ça devient encore plus étrange. À chaque compression, je disais « Allez, Aléa, reste avec nous. Allez, Aléa. » Encore et encore. Je ne l'avais jamais vu de ma vie. Je ne connaissais même pas son prénom. Et pourtant, c'est ce nom-là qui est sorti de ma bouche. Sans la moindre hésitation. Quand les secours sont arrivés, ils ont pris le relais. J'étais sonné, mais calme. On est allé à l'hôpital, et après un moment, les médecins sont venus me voir en souriant. Ils m'ont remercié pour tout ce que j'avais fait. Puis ils ont ajouté, « Aléa aimerait vous remercier elle aussi. » Et ils m'ont emmené dans sa chambre. On ne s'était jamais rencontrés avant ce jour-là. Mais on s'est recroisés souvent après. On est devenus amis. On est même allé à la même université. Je ne pense pas que c'est moi qui lui ai sauvé la vie. Je crois vraiment que c'était son ange gardien qui a pris les commandes ce soir-là, et qui a juste utilisé mes mains pour la ramener. Je ne suis pas croyant. Je ne crois pas aux trucs spirituels. Et pourtant, rien que de l'écrire, j'ai la gorge nouée. Je crois que je vais lui envoyer un message. Juste pour dire que je pense à elle. Ma famille, mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, mes 2 tantes et mon oncle, étaient partis camper au réservoir de Bonny, dans le Colorado.
C'était dans les années 60, au début de la décennie. Les enfants avaient entre 1 et 13 ans, l'aînée était une de mes tantes, suivie de mon oncle qui avait 11 ans, puis ma mère qui avait 7 ou 8 ans, et enfin la plus jeune, encore bébé. Mes grands-parents avaient une trentaine d'années. Ils campaient dans un combi Volkswagen, le modèle conçu pour le camping. Mon grand-père était un homme très expérimenté en plein air, ayant grandi dans l'Illinois rural pendant la Grande Dépression. Il avait l'habitude d'emmener la famille dans toutes sortes de sorties, et celles-ci ne sortaient pas de l'ordinaire. Du moins, jusqu'à ce soir-là. Ce soir-là, il était parti pêcher seul, comme il le faisait souvent. Mais à 21h, il n'était toujours pas revenu. Il faisait nuit noire, et ma grand-mère commençait à s'inquiéter. Mon grand-père n'était jamais en retard. D'après mon oncle et ma tante aînée, ma grand-mère a alors décidé d'aller au quai, pensant que c'était le meilleur point de départ pour le chercher. Elle a pris le volant du combi et a commencé à faire le tour du lac. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle avait pris une mauvaise route. Après une quinzaine de minutes, la plus jeune des enfants s'est mise à pleurnicher, et ma grand-mère s'est arrêtée sur le bas-côté pour s'occuper d'elle. Pendant ce temps, les 3 aînés regardaient par les fenêtres. C'est mon oncle qui a remarqué le premier, on ne voyait plus le lac. Ma grand-mère a fini de calmer le bébé, est remontée au volant, et a commencé une manœuvre pour faire demi-tour. C'est là que les choses ont dérapé. Dès qu'elle a redémarré le moteur, les 3 enfants ont vu des centaines de lapins s'enfuir en courant à travers la route. Ils venaient tous du côté gauche, celui qui allait apparaître dans le champ de vision du conducteur. Ma grand-mère a entamé le virage, a passé la marche arrière, puis s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas reculer, un fossé de près d'1 mètre se trouvait derrière, et un autre similaire devant. Elle s'est arrêtée net. Elle se souvient avoir mis le frein à main. C'est à ce moment-là qu'une lumière rouge est apparue au loin. Les lapins continuaient de fuir, paniqués. La lumière est passée au blanc, puis de nouveau au rouge, balayant lentement l'horizon de gauche à droite. La famille a immédiatement reconnu la lumière. C'était celle que mon grand-père utilisait pour signaler sa position quand il pêchait de nuit. Ils en étaient sûrs. Alors qu'ils observaient la lumière avec soulagement, pensant que c'était lui, un bruit sourd a retenti, quelque chose a percuté le capot du combi avec violence. Une lumière blanche éclatante a alors inondé tout l'intérieur du véhicule. Et puis, plus rien. Mon grand-père est rentré au campement vers minuit. Il avait croisé un vieil ami sur l'eau et avait pêché bien plus longtemps que prévu. Lorsqu'il a constaté que sa famille n'était plus là, il est allé chercher un garde forestier. Ensemble, ils ont organisé des recherches, prêts à faire draguer le lac pour retrouver le véhicule. Finalement, le combi a été repéré sur une vieille route de service, à près de 30 km du lac. Mon grand-père a été le premier à arriver sur place. Il a ouvert la porte du van, et ma grand-mère est tombée dans ses bras en sanglotant. La seule chose qu'elle a pu dire, c'est « Oh mon Dieu, merci, tu es là ». Sa montre, un cadeau d'anniversaire qu'elle avait reçu 6 mois plus tôt, s'était arrêtée. L'aiguille bloquée sur 23h15. L'heure exacte où la lumière avait tout envahi. Quant aux enfants, ils dormaient profondément, paisibles. Aucun souvenir de ce qui s'était passé après ce flash. Toute ma famille, à l'exception de la plus jeune tante qui était trop petite, a raconté cette histoire. Chacun l'a décrite, dessinée, souvent les larmes aux yeux. Ils n'ont rien à y gagner. Mais chaque fois qu'ils la racontent, quelque chose dans leur regard dit « Ceci est réel ». Et à chaque fois que je l'entends, j'ai la chair de poule. Quand j'avais 12 ou 13 ans, je faisais une soirée pyjama chez une amie. Sa maison datait des années 1800, et ma ville est plutôt ancienne aussi, donc rien d'étonnant à ce qu'on entende souvent parler de trucs bizarres. On savait déjà qu'il y avait des « présences » dans la maison, mais jusque-là, je n'avais jamais rien vu de moi-même. Ce soir-là, on était dans le sous-sol, qui était la chambre d'une de ses grand-mères, la maison était assez grande, et plusieurs membres de sa famille y vivaient. On était en train de regarder un film, tranquille, quand tout à coup, un fauteuil inclinable à bascule s'est mis à se balancer violemment.
Le panier à linge posé dessus a volé par terre. Et puis, plus rien. Le fauteuil s'est arrêté net. Il ne s'est pas balancé doucement jusqu'à l'arrêt comme il aurait dû, non. Il s'est figé d'un coup, comme si quelqu'un l'avait stoppé avec force. Ce qui m'a encore plus surprise, c'est la réaction de sa grand-mère. Elle est restée hyper calme, elle a juste dit que ce genre de choses arrivait souvent. Genre, normal. Et bizarrement, j'ai trouvé ça super fascinant, mais bon, ça ne m'a pas vraiment aidé à dormir cette nuit-là. Quand j'avais 17 ans, j'ai fugué de chez moi et j'ai passé l'été à vivre chez une amie dans l'Idaho. Elle m'avait offert ma propre chambre, plutôt sympa, et son rat domestique y vivait aussi, dans une cage. Dès les premiers jours, j'ai commencé à faire des cauchemars. Je ne me souvenais pas de tous, mais à 2 reprises, je me suis réveillé en pleine nuit, en pleurs, assise sur le lit de mon amie. Elle devait me réveiller en me demandant ce qui n'allait pas. Je n'avais jamais fait de somnambulisme, ni de cauchemar aussi intense avant ça. Un de ces rêves, je m'en souviens très bien, et je pense même l'avoir fait plusieurs fois pendant que je dormais dans cette chambre. Il y avait des sorcières. Des sorcières typiques, chapeau pointu, balai, le cliché total. Ce qui m'avait frappé, c'est que je connaissais de vraies sorcières dans la vraie vie, et elles ne ressemblaient en rien à ça. Mais ces sorcières-là, dans le rêve, étaient terrifiantes. Elles me poursuivaient à travers la ville, sautaient par-dessus des clôtures, jouaient avec moi comme un chat avec une souris, toujours avec une aura sinistre. C'était comme un jeu, mais cruel. J'ai fini par arrêter de dormir dans cette chambre. J'ai commencé à dormir sur le canapé du salon. C'est à ce moment-là que les choses ont empiré. La nuit, j'entendais des bruits de pas au plafond, juste au-dessus de moi, comme si quelqu'un marchait là-haut. Les chats devenaient fous. Ils couraient partout, feulaient, se cachaient, comme s'ils voyaient quelque chose qu'on ne pouvait pas percevoir. Un soir, on était tous les 3 dans le salon. J'étais sur le canapé, le petit ami de mon ami était accroupi près de la chaîne stéréo, à quelques mètres de moi. Le mur de ma chambre, celle que j'avais quittée, était sur ma gauche. Et là, une ombre noire, de la taille d'un humain, est sortie du mur. Elle a traversé la pièce à vive allure, et elle est passée à travers le petit ami. Il a sursauté, a tremblé, puis s'est tourné vers nous en disant « Vous avez senti ça ?» Je lui ai répondu que je ne l'avais pas seulement senti. Je l'avais vu. Vers la fin de l'été, alors que je m'apprêtais à partir, j'ai rencontré une fille à une fête. On a discuté, et il s'est avéré qu'elle avait vécu dans la même chambre. Elle m'a dit qu'elle faisait exactement les mêmes rêves bizarres avec des sorcières, qu'elle ne supportait pas non plus d'y dormir. Elle m'a dit qu'elle avait entendu dire qu'une vieille femme était morte dans cette pièce. Je n'ai jamais vérifié si c'était vrai. Mais quelque chose, dans cette chambre, n'était pas normal. Peu de temps après que nous ayons emménagé dans notre nouvelle maison, celle où je vis encore aujourd'hui, mon frère a trouvé quelques balles usagées et douilles sous les escaliers du sous-sol. Les balles étaient pas mal abîmées, alors il les a jetées, mais il a gardé les douilles. Ça ressemblait à des munitions de pistolet, peut-être du 9 mm. Sur le moment, on n'a pas vraiment réfléchi. On a trouvé ça un peu étrange, mais sans plus. Sauf que, dans l'année qui a suivi, des choses bizarres ont commencé à se produire. Un jour, on a entendu des griffures contre notre porte. On avait 3 chiens, mais ils étaient tous à l'intérieur. Quand on a ouvert la porte, il n'y avait rien dehors. Ce n'est pas tout, en hiver, on a commencé à remarquer des traces dans la neige, des empreintes de pattes de chien, sauf qu'elles étaient bien trop grandes pour appartenir aux nôtres. Au début, on se disait que c'était sûrement notre imagination. Jusqu'au jour où on a vu passer, devant une des fenêtres, une énorme silhouette noire. Elle a traversé le champ de vision comme une ombre rapide, mais en sortant voir ce que c'était, rien. Pas un bruit. Pas un mouvement. Quelques années plus tard, on est descendu au sous-sol. Il y avait une poupée là, pas vraiment flippante en soi. Rien de particulier. Sauf que, pendant qu'on regardait ailleurs,
on a vu sa tête se tourner légèrement vers la gauche. Lentement. Ce n'était pas brutal, mais progressif. Et c'est ça qui était le plus terrifiant. Finalement, elle faisait face à mon frère et moi. On était tous les deux de l'autre côté de la pièce. On a paniqué. On a même essayé de filmer. Mais la caméra qu'on avait était nulle, et la batterie s'est vidée avant qu'on ait pu bien enregistrer ce qui se passait. On est sorti de cette partie du sous-sol en courant. Quand on y est retourné, la poupée était revenue à sa position d'origine. C'est sans doute l'un des souvenirs les plus traumatisants que j'ai. Et ce n'était pas la fin. Un soir, on était dans le salon, en train de jouer. La lumière commençait à baisser dehors, mais on pouvait encore voir les ombres passer à travers les fenêtres. La porte de la salle de bain était grande ouverte. Et là, mon frère et moi avons vu la même chose, une silhouette noire, mais opaque, pas comme une ombre classique. Elle était dans la salle de bain, debout. Quand mon frère s'est levé pour s'approcher, la chose a brusquement filé hors de la pièce. Aujourd'hui, je ne me considère pas comme quelqu'un qui croit aux choses paranormales. Je me dis que tout a probablement une explication. Mais quand je repense à ces événements, j'ai des doutes. Je me demande si, parfois, certaines choses ne nous dépassent pas un peu. Mon mari et moi dînions dans un minuscule restaurant niché au sous-sol d'une maison sur canal datant du XVIe siècle, à Amsterdam. L'ambiance était intime, presque feutrée, avec pour seule lumière sur notre table une chandelle allumée, posée dans un vieux bougeoir en laiton. Nous étions à mi-repas, en train de discuter tranquillement, quand soudain, sans avertissement, le bougeoir s'est envolé de la table. Pas tombé. Projeté. Comme si une main invisible l'avait violemment frappé, il a atterri brutalement sur le sol, le chandelier roulant sur les dalles. La serveuse, qui tournait le dos au moment des faits, s'est retournée brusquement. Elle nous a lancé, les yeux écarquillés, « C'est vous qui avez fait ça ?» Nous avons secoué la tête, tout aussi déconcertés qu'elle. Un silence étrange a suivi, chargé d'un malaise que personne n'osait vraiment nommer. Puis, comme pour briser la tension, nous avons tous éclaté d'un rire nerveux, presque forcé. Elle a ramassé le chandelier en marmonnant quelque chose en néerlandais que nous n'avons pas compris. Je l'ai vu faire un signe de croix en repartant vers la cuisine. Et pourtant, malgré ce moment étrange, le dîner était délicieux. Le genre de plat qu'on n'oublie pas. En sortant, le gérant nous a dit en souriant, « Ah, vous avez rencontré la vieille Anna. Elle ne rate jamais une occasion de se manifester quand quelqu'un s'installe à sa table préférée. » Nous avons ri de nouveau, cette fois un peu moins nerveusement. Mais en montant les escaliers étroits pour retrouver la rue, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil derrière moi. Juste au cas où. Quand j'étais plus jeune, vers la 6e, ma mère et moi cherchions une maison dans une nouvelle ville. On passait nos journées à visiter des quartiers qu'on ne connaissait pas, à entrer dans des maisons pleines de souvenirs d'inconnus. Après une journée longue et fatigante, on est tombé sur une maison qui nous a tout de suite séduites. Dès qu'on a franchi la porte, il y avait quelque chose de chaleureux, de familier. Ma mère et moi nous sommes regardés et on a su qu'on tenait peut-être là notre futur foyer. Mais au moment de visiter l'une des dernières pièces, quelque chose a changé. On a ouvert la porte d'une petite chambre peinte en bleu pâle, baignée d'une lumière presque trop blanche. Dès que j'y ai mis les pieds, j'ai ressenti une sensation étrange, glaciale, comme si mon corps avait réagi avant même que mon esprit comprenne. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mes jambes sont devenues molles. J'ai reculé, puis j'ai couru dehors sans pouvoir me retenir et j'ai vomi dans l'allée. Ma mère et l'agente immobilière m'ont suivi, toutes deux inquiètes. C'est alors que l'agente nous a regardés d'un air troublé et a demandé « Comment avez-vous su ?» Ma mère, encore préoccupée par mon état, lui a répondu « Su quoi ?» Et l'agente, un peu hésitante, lui a expliqué qu'une personne était morte très récemment dans cette chambre. Seule. Dans son sommeil. Officiellement. Depuis ce jour-là, je fais des rêves sur cette pièce. Pas toujours des cauchemars, mais ils ont tous un point commun,
la lumière bleue, le silence étouffant et cette même sensation dans mon corps, comme si quelque chose essayait encore de me repousser. Parfois, dans ces rêves, je vois une silhouette assise sur le lit, dos tourné. Elle ne me parle jamais. Elle ne bouge même pas. Mais je sais qu'elle sait que je suis là. Et je ne suis pas sûr qu'elle aime ça. Il y a un petit placard en haut de mon escalier, juste avant le couloir qui mène aux chambres. Une nuit, vers 1h du matin, j'y avais posé ma bouteille d'eau. Pas sur le bord, pas de travers. Bien au centre. Stable. Aucun courant d'air, pas de vibration, rien qui aurait pu la faire bouger. J'étais seul chez moi, assis tranquillement sur le canapé, à quelques mètres de là. Silence total, juste la lumière tamisée de la télé allumée. Et puis, sans aucun avertissement, la bouteille s'est envolée. Pas tombée, pas glissée. Elle a littéralement été projetée, comme si quelqu'un l'avait frappée de toutes ses forces. Je l'ai vue passer dans mon champ de vision, voler dans les airs, puis rebondir dans les marches, dévaler l'escalier avec fracas avant de rouler jusqu'en bas. Je suis resté figé, le cœur battant, incapable de comprendre ce que je venais de voir. J'ai attendu quelques secondes, tendu l'oreille, comme si j'allais entendre des pas ou une voix. Rien. Juste le silence. Pas de vent. Pas de mouvement. Pas d'explication. J'ai pas cherché à en savoir plus. J'ai pas été ramasser la bouteille tout de suite. Je l'ai laissée là, en bas de l'escalier, comme si la toucher aurait pu empirer quelque chose. Et depuis, je fais ce que je peux pour ne pas y penser. Je continue ma vie. Je passe devant ce placard tous les jours. Mais je ne pose plus rien dessus. Jamais. J'ai vécu un temps dans une maison hantée par ma grande-tante. C'était la sienne, autrefois. Elle y était morte, paisiblement, disait-on, dans le salon, son fauteuil encore chaud du soleil d'après-midi. On avait gardé la maison dans la famille, et comme j'avais besoin d'un endroit où loger, j'y ai emménagé. Rien de spectaculaire au début. Juste des petites choses. Des portes qui se fermaient toutes seules. Des tiroirs ouverts que je savais avoir fermés. Et surtout, elle me verrouillait parfois dehors, comme si elle avait encore son mot à dire sur qui entrait ou pas. Je m'y suis habitué, à ces bizarreries. C'était devenu une sorte de routine entre nous, presque un accord tacite. Mais un soir, après une longue journée de travail, complètement épuisé, je me suis écroulé dans mon lit. La seule lumière dans la chambre venait d'une vieille lampe posée de l'autre côté de la pièce. Pour l'allumer ou l'éteindre, il fallait tourner une molette jusqu'à ce qu'elle clique. Je venais de l'éteindre, prêt à sombrer dans le sommeil, quand soudain, clic. La lampe se rallume. Toute la pièce s'illumine comme si on voulait me réveiller exprès. J'ai regardé la lampe, puis le vide autour d'elle. Pas un bruit, pas un mouvement. Juste cette lumière obstinée. Et là, trop fatigué pour avoir peur, j'ai levé la voix, agacé, presque blasé, « S'il te plaît, pas ce soir. Je suis crevé. Éteins-la. » Et elle l'a fait. Clic, le noir est revenu, instantanément. Pas un courant d'air. Pas un bruit de pas, juste le silence et une étrange paix. J'étais très jeune, je ne devais pas avoir plus de 4 ou 5 ans, mais c'est l'un de mes souvenirs les plus clairs. Je dormais dans mon petit lit en forme de voiture de course, et je me suis réveillé au milieu de la nuit sans savoir pourquoi. Je me souviens avoir regardé au pied du lit et vu une vieille dame en chemise de nuit blanche, assise au bord du lit, en train de lisser la couverture tout en me souriant. Je me rappelle être sorti calmement du lit, avoir marché jusqu'à la chambre de mes parents et leur avoir dit « Il y a une dame en chemise de nuit blanche assise sur mon lit. » Je me souviens très précisément de ces mots. Le lendemain matin, mon père a reçu un appel lui annonçant que sa grand-mère, ma arrière-grand-mère, était décédée pendant la nuit. En grandissant, j'ai appris plus de choses sur elle, comme le fait que j'étais son premier arrière-petit-enfant et qu'elle m'adorait.
Elle portait aussi une chemise de nuit blanche à la fin de sa vie. Je ne crois vraiment pas au paranormal, mais je suis certain que ce souvenir n'était pas un rêve. Je pense qu'elle est venue me voir la nuit de sa mort, et que mon esprit d'enfant n'a pas su comment l'interpréter, alors il l'a simplement accepté. Ma mère m'a raconté quelque chose que j'ai dit quand j'avais 3 ans. Je n'en ai absolument aucun souvenir, mais elle m'a expliqué qu'un jour, peu après mon 3e anniversaire, je lui ai dit que j'étais un garçon à l'origine, mais que j'avais été percuté par un train et que j'étais revenu en tant que fille. Ça venait de nulle part et je l'aurais dit avec une totale désinvolture. Ma mère m'a répondu, « Jamie, tu n'as jamais été un petit garçon, tu es une petite fille » et j'ai rétorqué, « Oui, je sais que je suis une fille, maintenant. » Je ne lui en ai jamais reparlé après ça. Elle ne m'a pas posé de questions précises parce qu'elle était vraiment troublée, ce que je comprends parfaitement. Mais j'aurais aimé lui en dire plus à l'époque, comme par exemple le nom du garçon ou d'autres détails. J'ai essayé de chercher des informations sur un petit garçon percuté par un train dans ma région, mais je n'ai rien trouvé. Je suis partagé quand il s'agit de phénomènes paranormaux. J'aimerais croire que toutes les preuves montrant des fantômes et autres choses du genre sont vraies, mais à notre époque, tout peut être retouché ou fabriqué. Cela dit, il y a une seule expérience que j'ai vécue et que je n'arrive pas à expliquer. Une nuit, j'avais environ 11 ou 12 ans, je venais juste de me mettre au lit car j'avais école le lendemain. J'étais allongé sur le côté droit, face à la porte, et je commençais doucement à m'endormir. Une quinzaine de minutes ont passé, j'étais sur le point de sombrer dans le sommeil quand j'ai ressenti une soudaine envie d'ouvrir les yeux. En les ouvrant, j'ai vu une silhouette blanche debout devant ma porte. La seule partie visible du corps était le torse. Je l'ai fixé, terrifié, pendant quelques secondes, puis le torse a commencé à s'élever lentement vers le plafond avant de disparaître. Je me dis que c'était peut-être une forme de paralysie du sommeil ou quelque chose comme ça, mais je me souviens m'être complètement réveillé quand j'ai ouvert les yeux, et je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Le fait que la maison où je vivais avait été construite dans les années 40 n'aide pas vraiment. Peut-être que c'était un ancien propriétaire, ou peut-être simplement un tour que mes yeux m'ont joué. Quand je dormais dans mon ancienne chambre, j'avais souvent la sensation qu'on respirait juste devant mon visage, comme si quelqu'un était agenouillé à côté de mon lit et soufflait doucement sur moi. Ça ne m'a jamais vraiment dérangé, car j'avais l'impression que quelqu'un veillait sur moi. Quand j'étais seul à la maison, j'entendais parfois la poignée de la porte de la chambre de mon père se soulever. Elle produit un son très distinct à cause de son vieux mécanisme grinçant, un bruit qu'on ne peut pas vraiment imiter. Avec le temps, j'ai changé de chambre, et maintenant il m'arrive d'entendre un bruit de tissu frottant sur le sol, comme si quelqu'un se déplaçait en robe ou en vêtements longs. Je n'arrive jamais à localiser précisément d'où vient ce son. Une fois, alors que j'essayais de m'endormir, j'ai soudain entendu un bruit venant de mon placard. J'ai ouvert doucement la porte et j'ai vu les cintres vides se balancer légèrement, comme si quelqu'un venait de les toucher. Il ne m'est jamais rien arrivé de mauvais, mais j'ai parfois eu la sensation de ne pas être seul dans cette maison. Entendre le plancher du couloir craquer, comme si quelqu'un marchait dessus, n'était pas rare, tout comme percevoir des pas légers dans l'escalier. Quand j'étais petit, il y avait cette fille adorable qui venait jouer chez moi presque tous les jours. Elle ne parlait jamais vraiment d'elle ou de sa famille, mais à 5 ans, je ne me posais pas vraiment de questions à ce sujet. Cette fille était une très bonne amie, et elle avait toujours son chat avec elle, je ne me souviens plus de son nom ni de sa couleur, un chat aussi doux et amical qu'elle. Je me rappelle que c'était le pelage le plus soyeux que j'ai jamais touché. Nous avons été amis pendant environ 2 ans, jusqu'au jour où mon père a eu une meilleure opportunité professionnelle dans une autre ville, ce qui nous a obligés à déménager. Dire au revoir à Prosciu, c'est comme ça qu'elle s'appelait, a été un peu déchirant, et je lui ai promis que je ne l'oublierai pas. 10 ans plus tard, je discute avec ma mère et je mentionne Prosciu en passant. Ce qu'elle m'a dit m'a à la fois fait froid dans le dos et fasciné. Prosciu était morte depuis environ 30 à 50 ans avant même ma naissance.
Même son chat était un fantôme. En y repensant, ses vêtements étaient effectivement un peu étranges et démodés. Elle portait souvent de ces robes d'été qui étaient populaires dans les années 30 et 40. Elle utilisait aussi parfois des expressions que je ne comprenais pas très bien à l'époque, même si elle prenait toujours le temps de me les expliquer. Avec un regard d'adulte, j'aurais probablement compris qu'il y avait quelque chose de très inhabituel, mais en tant qu'enfant, rien ne m'avait semblé anormal. J'espère que mon histoire vous a plu, et si un jour vous voyez votre enfant jouer avec quelqu'un que vous ne voyez pas, gardez à l'esprit que son ami imaginaire n'est peut-être pas si imaginaire que ça. J'ai toujours su que ma maison était hantée. Enfant, j'avais cette drôle d'habitude, avant de sortir de ma chambre, je passais toujours la tête dans le couloir pour vérifier à gauche et à droite, un peu comme on regarde avant de traverser la rue. Un jour, j'ai fait comme d'habitude. J'ai regardé dans la salle à manger, plongé dans l'obscurité. Rien. Mais quand j'ai tourné la tête vers la cuisine, je jure avoir vu une silhouette teintée de rouge, juste là, immobile. Elle ne faisait rien, elle était simplement debout. La salle de bain se trouvait de l'autre côté du couloir et j'avais vraiment besoin d'y aller, mais j'ai fini par pleurer de peur. J'ai fait demi-tour, allumé la lumière de ma chambre et je me suis caché sous la couverture. Je n'ai jamais revu cette silhouette rouge. Depuis, je me dis que j'ai peut-être tout imaginé, mais chaque fois que je repense à ce moment, une part de moi a toujours peur que ce soit vraiment arrivé, ou bien que je sois complètement fou. Quand j'étais plus jeune, je passais souvent mes après-midi chez mon cousin. Il était différent. Pas dans le sens bizarre, dans le sens brillant. Un vrai petit génie. Pendant que les autres enfants jouaient dehors, lui restait à l'intérieur avec ses livres de science, des expériences, des trucs incompréhensibles pour moi à l'époque. Il posait des questions que même les adultes ne savaient pas répondre. Mais là où il brillait vraiment, c'était aux échecs. Il avait ce don étrange. Il voyait le jeu plusieurs coups à l'avance. Il gagnait des compétitions, parfois contre des adultes qui n'en revenaient pas de se faire battre par un gamin. Il s'entraînait sans relâche, chaque soir, seul dans sa chambre. Ou du moins, c'est ce qu'on croyait. Un jour, alors que je traînais dans la cuisine, j'ai surpris une discussion entre ma mère et sa mère. Elle parlait à voix basse, comme si c'était un secret. Sa mère disait qu'il s'entraînait tous les soirs avec des amis. Qu'il disait que ces gens étaient très forts, qu'ils le faisaient progresser. Mais elle ne comprenait pas, parce qu'il n'avait jamais vraiment eu d'amis. Il passait tout son temps enfermé dans sa chambre. C'est là qu'elle a raconté ce qui l'avait vraiment troublé. Une nuit, elle était montée à l'étage sans prévenir, et elle avait ouvert la porte de sa chambre. Ce qu'elle a vu l'a figé sur place. Les pièces d'échecs flottaient dans l'air. Elle se déplaçait toute seule sur l'échiquier. Lui était assis là, concentré, comme s'il jouait contre quelqu'un. Mais il n'y avait personne. Elle lui a demandé ce qui se passait. Il a simplement répondu, comme si c'était la chose la plus normale du monde, « C'est mon ami. On joue souvent ensemble. » Elle en a parlé à personne, sauf à ma mère, ce jour-là. Moi, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Ça me faisait froid dans le dos, mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher d'y croire. Les années ont passé. On a pris des chemins différents. Et puis, un jour, j'ai appris qu'il était mort dans un accident de moto. Je n'ai jamais pu lui parler de cette histoire. Je n'ai jamais su si c'était vrai, si c'était dans sa tête, ou si quelque chose ou quelqu'un était vraiment là, avec lui, tous ces soirs passés à jouer aux échecs. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.